d'abord, merci à Mariama et à la Résistance pour. On m'entend, oui. Pour s'approcher. Okay. Pour l'invitation. Alors, je voudrais donner suite à l'intervention d'Alain à partir de, je dirais, l'examen et l'analyse de certaines des conditions empiriques et des modalités de l'activité minière sur le terrain. En examinant vraiment deux axes principaux. Le premier, c'est celui de l'extension de la frontière extractive, c'est-à-dire l'activité qui consiste à travers de l'exploration, de la prospection, d'aller découvrir des nouveaux gisements pour alimenter en réserve le secteur industriel mondial qui, comme vous le savez, a énormément besoin de renouveler ses ressources puisqu'il ne dispose pas de réserves, je dirais, totalement accessibles à un horizon qui est supérieur à, je dirais, entre 5 ou 10 ans. Donc, pour que ce secteur industriel puisse se projeter dans le futur, je dirais qu'il a vraiment besoin de se livrer à une activité. Il y a un problème avec le micro, non, là? Je ne sais pas si... Ok. Voilà. Donc, il a besoin de se projeter, si vous voulez, dans l'avenir, et donc de mener des campagnes bien souvent agressives d'exploration, tant sur des terrains qui sont relativement connus, où on sait qu'il existe, si vous voulez, des minéraux exploitables dans des conditions rentables, mais aussi d'aller explorer dans de nouvelles contrées, dans souvent des territoires vierges de ce type d'exploration, de ce type d'exploitation ou d'activité industrielle. Alors ça sera le premier point. Et alors le second point que j'aimerais aborder, et si vous voulez, dans ces deux points, j'aimerais aussi montrer quelles sont les conditions, quelles sont les conséquences empiriques en fait de l'existence de cette législation de complaisance qu'est la juridiction canadienne, au même titre que, si vous voulez, l'existence des paradis fiscaux implique des pertes considérables pour les contribuables dans les pays des États de droit qui sont concernés par ces évasions. J'aimerais montrer à quel point, quelles sont en fait les conséquences sur le terrain de l'existence d'une législation de complaisance qui est celle qui est la législation canadienne et la Bourse de Toronto qui lui est associée. Alors le second point, ce sera donc la question du gigantisme minier. Alors il y a une tendance dans le secteur minier international à l'heure actuelle qui est une tendance au gigantisme, c'est-à-dire à une augmentation de la taille des exploitations. Je dirais qu'en une vingtaine d'années, disons qu'on a grandi d'un ordre de grandeur en termes de mobilisation de ressources, en termes de taille des exploitations et en termes d'impact aussi. Et alors, en guise de préambule, j'aimerais donner quelques éléments très rapidement conjoncturels sur le secteur minier international pour bien comprendre en fait quelle est la dynamique à l'échelle internationale en donnant quelques éléments, je dirais, d'ordre d'économie globale et d'ordre de la géopolitique globale. Alors il faut savoir que on a, si vous voulez, trois grands pôles de consommation des minéraux aujourd'hui. Bien entendu, l'Amérique du Nord, l'Europe, en gros, ça serait les pays de l'OCDE, d'une part, et d'autre part, il y a ce grand pays qu'on dit émergent, qui est la Chine, et qui, au cours des 15 dernières années, a augmenté sa consommation en minéraux d'une manière quasi exponentielle, à tel point que de 1990 à 2005, la Chine a multiplié par 17 la consommation de ces métaux. À tel point que là où précédemment ce pays continent, la Chine c'est quand même gigantesque, il existe un très grand nombre de ressources minérales sur le territoire chinois. Mais là où avant la Chine était un producteur qui était autosuffisant,
est devenu un importateur net en tout type de minéraux, que ce soit des minéraux de base, que ce soit l'aluminium, le zinc, le cuivre, le fer, ou des minéraux plus rares comme le vanadium, le tantal, ou encore des minéraux précieux comme l'or ou l'argent. Tous ces minéraux-là, nous avons une augmentation considérable de la consommation en Chine et bien évidemment une très forte augmentation de la demande chinoise. Alors, en quelque sorte, nous avons l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine qui se sont livrés au cours des 10 dernières années, qui continuent à se livrer, une véritable course à l'accession à des gisements et à la sécurisation de gisements de ces minéraux-là un peu partout sur la planète. Bien évidemment, les vagues de réformes néolibérales qui ont eu cours dans de nombreux pays du Sud au cours des années 80 à 90 jusqu'au début des années 2000 ont grandement facilité l'arrivée d'investissements étrangers dans le domaine minier. La grande majorité, si vous voulez, des pays d'Afrique, d'Amérique latine, beaucoup de pays d'Indonésie, ont établi des codes miniers, là on a parlé, qui sont outrageusement avantageux, sur le modèle du fameux consensus de Washington, avec une flexibilisation là, des restrictions et du rôle de l'État dans la régulation de l'activité minière, et évidemment en ouvrant en fait en quelque sorte les veines et les portes à l'investissement minier étranger. Et donc il y a un véritable boom de l'exploitation et aussi de l'exploration, c'est-à-dire de la recherche de nouveaux gisements qui se fait à cause justement de cette croissance chinoise, cette croissance à deux chiffres et cette augmentation exponentielle de la demande. Alors, donc, pour répondre à cette situation, bien entendu, le secteur minier international se livre à une féroce recherche de nouveaux gisements et ça se traduit, donc c'est le premier axe que je voulais aborder, ça se traduit donc par ces campagnes agressives de recherche de nouveaux gisements miniers. Alors pour bien comprendre le rôle capital que joue la législation canadienne et la Bourse de Toronto dans ce processus, eh bien, il faut d'abord comprendre que dans le secteur minier, un peu comme dans le secteur pétrolier, mais dans le secteur minier, c'est vraiment plus marqué, il y a une certaine division du travail quant à l'activité minière. Alors, si vous voulez, il y a deux types de sociétés, en gros, bien qu'on peut vraiment distinguer un certain continuum dans la taille des sociétés, mais il existe une dichotomie là dans le secteur minier. D'une part, nous avons un type de société qui s'appelle les sociétés juniors, qui sont des sociétés qui ne se livrent exclusivement qu'à l'exploration. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ne possèdent ni les ressources humaines, ni les ressources financières, ni les ressources technologiques pour exploiter des mines, pour développer des mines. Donc ça, c'est un type de société qui ne génère des profits qu'à partir de la spéculation boursière. Donc ce sont des sociétés qui s'inscrivent à la Bourse de Toronto et dont l'espoir est, en cotant un projet qu'ils viennent d'acquérir au Mali, en Équateur, au Chili ou bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, c'est d'attirer des investisseurs pour avec l'espoir que ce projet, en faisant un peu plus de recherche, va aboutir à la découverte d'un gisement qui serait économiquement rentable et qu'on va pouvoir ensuite vendre à l'autre type de sociétés, qui sont les sociétés major. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de sociétés qui existent dans l'industrie minière, ce sont les sociétés major. Alors, elles sont beaucoup moins nombreuses, bien évidemment. Ce sont les grandes sociétés. Je dirais qu'à l'échelle internationale, elles forment en quelque sorte un cartel. On en dénombre un peu plus d'une douzaine. Et ce sont des sociétés qui sont, je dirais... qui ont la capacité, qui sont solvables, donc qui ont la capacité de mobiliser les fonds nécessaires, les prêts nécessaires pour développer des projets miniers, et qui, bien entendu, bien souvent, ont la capacité de monopoliser d'abord des fonds publics,
et ensuite des investissements privés pour pouvoir développer leurs mines, puisque généralement les fonds publics servent de caution, et bien souvent c'est le cas dans les pays qui représentent une certaine instabilité au niveau politique. Les entreprises ont besoin d'une caution, les institutions privées ont besoin d'une caution des institutions publiques pour pouvoir investir. Alors, le rôle de l'entreprise junior, c'est de fournir en quelque sorte des projets miniers prêts à développer aux entreprises majors, c'est-à-dire qu'elles vont faire de l'exploration sur le terrain et elles vont être les premières à se heurter à d'éventuelles résistances. Et donc c'est là qu'on fait un peu le lien aussi avec la question des luttes, puisque comme vous savez, l'exploitation minière, l'exploration d'abord, et l'exploitation ensuite, mais d'abord l'exploration, a été confrontée au cours des 15 à 20 dernières années à une véritable vague de résistance, notamment en Amérique latine, mais aussi en Afrique ou en Indonésie, où on a vu des peuples qui s'étaient retrouvés littéralement dépossédés. Alors on parle bien entendu de peuples autochtones, mais on parle aussi de paysans qui se trouvent à être dépossédés de leurs terres quand on donne une concession à une compagnie minière, mais on parle aussi éventuellement de mineurs artisanaux qui, durant des décennies, se sont livrés à des activités minières artisanales et qui, au détour d'un contrat signé avec le gouvernement, se découvrent illégalement présents sur leur territoire et sur leur propre exploitation minière. Donc, ces processus de dépossession, en fait, sont favorisés à la Bourse de Toronto à la fois par ce mécanisme de spéculation qui permet aux entreprises juniors de générer des profits en trouvant des investisseurs souvent ingénus qui espèrent que les projets qui se développent vont être amenés qui espèrent décrocher le gros lot en quelque sorte. Et aussi des peuples qui vont être chassés de leur territoire, le plus souvent avec l'aide des autorités publiques ou avec l'aide de sociétés paramilitaires. Donc là, nous avons, si vous voulez, la question de l'impunité de fait dont jouissent les sociétés minières au Canada, qui est tout à fait fonctionnelle, tout à fait nécessaire pour que ces sociétés puissent fonctionner et puissent explorer les territoires et ensuite développer leurs mines. Donc ça, c'était la question, si vous voulez, de l'extension de la frontière extractive. Alors nous avons vu au cours des 20 dernières années des projets se développer vraiment partout dans le monde. Les sociétés canadiennes se sont multipliées. Le rapport de 75% des sociétés minières canadiennes, on le retrouve un peu partout sur tous les pays de la planète. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le rôle du Canada dans ce secteur minier international. C'est une plateforme qui permet aux sociétés minières d'aller non seulement explorer mais aussi exploiter les gisements avec une impunité quant aux conséquences de leur activité. Donc les conséquences, c'est comme je l'ai dit, des expropriations massives, brutales, parfois mortelles de populations sur le terrain, mais aussi c'est des conséquences environnementales catastrophiques. Et ça m'amène au second point que je voulais aborder, qui est la question du gigantisme minier, et qui là aussi, sur lequel je voudrais vraiment souligner la question de la fonctionnalité de l'impunité de fait dont jouissent les sociétés minières à la Bourse de Toronto, puisque les exploitations minières à l'échelle internationale aujourd'hui auxquelles nous assistons, sont des exploitations minières gigantesques. On parle de cratères de plusieurs kilomètres de diamètre, de plusieurs centaines de mètres de profondeur. On parle d'exploitations minières qui utilisent chaque jour des centaines de tonnes de produits aussi toxiques que sont le cyanure ou l'acide sulfurique. On parle d'exploitations minières industrielles qui génèrent chaque jour des
chaque année, on va dire, des centaines de millions de tonnes de déchets, ce qui représente bien plus que n'importe quelle quantité de déchets domestiques dans les villes. Donc, on est face à un modèle de gigantisme qui a des conséquences environnementales qui sont catastrophiques, mais qui sont bien entendu incommensurables du point de vue, si vous voulez, des capacités qu'a la science moderne de les diagnostiquer ou même de les prévoir. Alors, ces conséquences sont inévitables. Elles sont observables à l'échelle mondiale, elles nous viennent bien souvent de témoignages de communautés qui, face à aux exploitations minières, rapportent des cas de cancer, de maladies de peau, de maladies respiratoires, des cas de pollution massive de ressources en eau, de pollution et de destruction du paysage, etc. Donc ces pollutions-là, bien qu'elles soient connues, bien qu'elles soient rapportées par une multitude d'acteurs qui sont tous relativement indépendants, elles sont très peu étudiées et au niveau de la Bourse de Toronto, les sociétés bénéficient d'une impunité de fait, si vous voulez, par rapport aux conséquences environnementales de leur activité. Donc là, on voit encore que la législation canadienne et la Bourse de Toronto sont tout à fait nécessaires pour que ce type d'exploitation gigantesque continue à être mis en œuvre. Je dirais, pour terminer, que les sociétés qui sont en charge, les sociétés minières, donc qui sont en charge de ce type de projet, sont évidemment à l'image du gigantisme des projets qui sont mis en œuvre. Et ça, évidemment, ça apporte un certain nombre de problèmes sur le terrain, puisque on a affaire à des sociétés multinationales qui gèrent des millions, voire des milliards de dollars, des sociétés qui ont un poids politique et économique qui est bien supérieur, alors non seulement évidemment aux pays dans lesquels ils agissent, mais évidemment bien supérieur aussi aux pays dans lesquels ils sont inscrits en bourse, comme est le Canada par exemple. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on a un lobbying minier au Canada qui est assez fort pour empêcher le vote de n'importe quelle loi qui pourrait limiter ces activités ou aller dans le sens contraire de ses intérêts. Donc je terminerai là-dessus et puis je vous remercie beaucoup de votre attention. Avec impatience, on attend les questions.